Parce que quand on se rappelle de qui on est vraiment, on peut prendre des décisions qui vont être en accord avec nous-mêmes. Quand on dit un oui, mais c'est un grand oui avec plaisir. Mais de pouvoir être juste avec soi-même, être détendu, rayonner. Et quand on peut rayonner, on est un phare aussi pour les autres êtres vivants. Et on va nous voir. Et le péricarde, il est en fait tenu par tout plein de structures en fait dans le corps. On peut imaginer un petit peu comme un arc. Plus on va avoir de choc émotionnel, plus l'arc va se tendre. Et là, on voit que la colonne vertébrale, qui est le bois de l'arc, il va de plus en plus se voûter. Aujourd'hui, on reçoit Sybille Langer, qui va se présenter et qui va nous parler de son rapport avec les animaux et la conscience au sens général. Pour lancer ce premier entretien, je vais raconter une petite anecdote que les auditeurs de la chaîne les plus fidèles connaissent déjà. Donc auprès d'eux, je m'en excuse, mais pour tous les autres, ce sera une découverte. Et comme c'est une histoire que j'affectionne, qui m'est arrivée, je pense qu'elle introduit bien le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc à cette époque-là, je vivais à New York où j'étudiais et j'avais avec moi toujours une petite pierre noire, un galet que j'avais trouvé lors d'un de mes voyages et je l'avais toujours avec moi dans la poche. Et on devait faire un exercice dans l'école de cinéma où je me trouvais, où on devait jouer à tour de rôle les différents rôles d'un plateau de cinéma, une fois preneur de son, une fois cadreur, une fois acteur, ainsi de suite. Et ce jour-là, j'étais acteur et donc je devais me changer pour endosser le rôle qu'on m'avait donné ce jour-là. Et donc, j'ai enlevé mes habits, me suis changé derrière un arbre d'un parc pour me changer en jogger, car c'était mon rôle. Et puis, on a tourné dans différents lieux du parc pendant toute la journée. Et le soir, quand j'ai remis mes habits que je trimballais sous le bras d'un lieu de tournage à un autre, je me suis rendu compte que la petite pierre, le petit galet que j'avais toujours avec moi, avait disparu. Et ça m'a bien embêté parce que j'avais ce galet comme une sorte de doudou, si on veut bien, depuis peut-être une année ou plus. Et je l'avais toujours sur moi et ça m'a bien embêté de l'avoir perdu et je me suis mis à le chercher. Et donc, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait tous les postes où on s'était arrêté et j'étais bien embêté. Et à la fin de la journée, j'abandonne, je rentre dans ma maison d'étudiant et je me dis le soir, mais quand même c'est trop bête, demain matin je vais me lever 1 heure plus tôt avant d'aller à l'école pour essayer de retrouver cette pierre. Le lendemain matin, manque de peau, il pleuvait et donc je me rends dans ce parc et je me remets à chercher aux différents endroits où on s'était arrêté. Comme à New York, tout est grand, les parcs sont grands aussi et ça prend du temps. Et puis, je vois à un moment donné quelqu'un qui entre par la grille du parc, très loin de moi, peut-être à une 50aine de mètres. Et cette personne entre avec un chien. Et je lance, mais alors sans arrière-pensée, je lance au chien « Aide-moi à retrouver ma pierre ». Voilà, je continue à chercher, j'y pense même plus tellement ça me paraît déplacé. Et je continue à chercher ma pierre. Il faut bien que je me rende à l'évidence, je ne vais pas la retrouver. Il pleut de plus en plus fort. L'heure du début des cours approche. Et je me dirige à nouveau vers la sortie du parc. Et je suis à peu près à la même distance que quand j'avais vu le chien entrer. Et là, je vois le chien sortir avec sa maîtresse et il se dirige vers la grille du parc. Et là, tout à coup, je vois le chien qui plante les 4 fers, hein, si on ose dire, et qui veut plus avancer. Et je vois la dame avec son parapluie qui tire sur la laisse pour qu'il avance et il refuse. Et ça m'amuse de voir cette situation avec la dame qui se débat entre parapluie et chien. Et là, le chien se roule dans la boue du chemin, ce qui rend la propriétaire folle. Et elle commence à tirer très fort sur la laisse et de nouveau, il bouge pas, il s'assied en face de moi et il me regarde droit dans les yeux. Et là, tout à coup, ça m'interpelle. C'était plus une scène que j'observais de loin, j'étais invité dans cette scène. Et là, elle tire encore un grand coup sur la laisse
Et le chien, finalement, suit sa maîtresse. Et là me vient une idée. Je me dis, mais c'est incroyable. Je suis persuadé que ma pierre se trouve en ligne droite entre moi et lui. Et je marche en ligne droite dans la direction du chien et je découvre évidemment ma pierre à mi-chemin. Donc j'ai toujours cette pierre aujourd'hui. Et ça a été ma première expérience de télépathie avec un animal. Et j'en garde un souvenir ému chaque fois parce que ça a été vraiment du coup une pierre sur mon chemin. Et voilà, c'est un peu mon introduction pour notre rencontre d'aujourd'hui. J'imagine que des expériences comme celle-ci, vous avez dû en avoir, soit en entendre des personnes que vous côtoyez, soit en avoir vous-même. Je ne sais pas s'il y en a une qui vous revient comme ça ou si plus tard... Peut-être plus tard. Voilà, exactement. On va voir ce qui sort, ce qui revient. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici au studio de Lueur pour cette interview aujourd'hui. Et vous allez vous présenter, dire à nos auditeurs qui vous êtes et ce que vous faites. Volontiers, Alban. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est un plaisir pour moi de partager un petit peu de mon vécu. Moi, je m'appelle Sybille Langer et puis j'habite dans le canton de Fribourg. Et quand on demande aussi aux gens de se présenter, là, je vais peut-être demander aussi aux personnes qui nous regardent, qui êtes-vous, vous aussi? Parce que c'est vrai que ça peut être suivant comment assez réducteur, dans le sens où on va prendre ma définition Wikipédia, Sybille Langer, mariée, j'ai 3 chats, un cheval, j'habite à La Magne, sur le canton de Fribourg, etc. C'est un petit peu une notice d'emballage. Mais c'est comme un fruit. Tant qu'on l'a pas goûté, on peut lire toutes les définitions qu'on veut. On va pas savoir réellement ce que c'est. Donc, moi, mon parcours, en fait, il s'est toujours articulé autour de l'animal. Depuis toute petite déjà, je savais que je voulais aller vers l'animal, vers vétérinaire, en fait. Et puis, ça s'est passé parce que j'avais beaucoup de chats de ferme autour de chez moi. Donc, je viens d'un milieu agricole. Mes parents... ma maman est coiffeuse, mon papa travaillait comme directeur des aciers dans une grande entreprise. J'ai un frère également qui habite pas loin de chez moi. Et c'est vrai que on avait ces chats qui tournaient autour de chez nous et ils mouraient tous d'une manière ou d'une autre avant d'arriver à un âge avancé. Et pour moi, ça me semblait très injuste, en fait, d'avoir affaire à ces petits chatons ou ces chats de 1, 2 ans qui, tout d'un coup, fallait leur dire au revoir de manière très précoce. Donc, pour moi, ça a été vraiment ce moteur-là de me dire non, mais moi, je suis pas d'accord, en fait, avec ça. Et j'ai toujours adoré les animaux. Quand j'étais petite, la première chose que je dessinais, c'était un cheval. J'ai demandé à mes parents maintes et maintes fois... Maman, papa, ou s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un cheval? Et puis chaque fois c'était non, mais à juste titre, merci. Et puis, ce faisant, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir les capacités de pouvoir être bonne à l'école et de pouvoir avoir ma ligne de conduite, de me dire, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être vétérinaire? Ok, il faut être pas si mauvais en allemand, parce que les études se font soit à Berne, soit à Zurich. Donc, je savais déjà que l'allemand, c'était quelque chose. Les maths, la physique, ça allait être demandé dans la première année d'université. Donc, je savais que, par exemple, au collège, je devais prendre plutôt la maturité scientifique. Même si j'étais pas très bonne, j'ai pas fini mon bac avec des notes fabuleuses dans ces 2 branches. Mais au moins, quand j'ai commencé ma première année d'uni, j'avais la chance d'être déjà un peu plus à l'aise et puis de pouvoir bien comprendre les choses. Et voilà. Et après l'université, on nous apprend tout, à soigner vraiment tous les animaux, que ce soit les chats, les chiens, les chevaux, les cochons, les vaches, pour ne citer que. Et puis j'avais la chance dans mon cursus de déjà pouvoir choisir en fait un animal. De préférence, un groupe d'animaux. Pour moi, c'était les petits animaux, donc chat et chien. Et puis, j'ai pu faire
toutes mes études avec ce focus-là, en fait. Et puis, arrive le diplôme. J'ai également fait un doctorat sur la résistance aux antibiotiques des bactéries. Ça, c'est un sujet qui est aussi d'actualité actuellement parce que c'est clair qu'on doit faire attention à notre santé. Et puis après, j'ai très facilement trouvé un premier emploi à Lausanne. Et durant ce premier emploi, là, c'était assez rude parce que voilà, on est censé, entre guillemets, tout savoir alors qu'on sort des études, des choses théoriques. Et puis, on se retrouve devant un propriétaire et puis on doit faire en sorte que son animal, il aille bien parce qu'on est vétérinaire. Et puis là, c'est vrai qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive un petit peu. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment capable? J'ai eu la chance d'avoir un patron qui était vraiment très aidant avec moi. Donc, en ça, c'était vraiment chouette. Mais déjà là, il y avait de nouveau... Alors, j'étais contente parce que je pouvais soigner des animaux. Mais j'arrivais à un point où il y avait des animaux que je ne pouvais pas soigner. Ou qu'on disait, ah ben là, on peut plus rien faire, je suis désolée, mais peut-être qu'il faudra prendre une décision. Et c'est pour certains cas, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire en sorte que ça aille mieux? Des fois, c'était des choses un peu bêtes, ou simplement des fois de la souffrance, de la douleur. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et c'est grâce à ces expériences que j'ai eues, en fait, que je me suis dit, mais j'aimerais bien partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Et du coup, j'avais des amis qui étaient ostéopathes. Et je me suis dit, l'ostéopathie, oui, pourquoi pas, mais il y avait déjà beaucoup de mes connaissances qui étaient ostéopathes. Je voyais pas trop non plus le débouché, dans le sens, si on est 15 dans la même région, c'est pas non plus intéressant. Et puis, je suis partie sur la médecine chinoise, en fait, l'acupuncture. Parce que ça, je me suis dit, là, on peut gérer la douleur. Et au fur et à mesure de mes études d'acupunctrice, j'ai remarqué qu'on pouvait faire, même des fois un peu différemment, pas seulement la douleur, mais on peut aussi aider les animaux à gérer leurs maux. Ça peut être les diarrhées, ça peut être des problèmes d'allergie, ça peut être pas mal de choses qu'on peut aider en plus de ce que le vétérinaire généraliste il va faire. Donc pour moi, c'était un excellent complément à la médecine européenne que je pratiquais, la médecine standard, on va dire. Et puis, là aussi, avec cette médecine, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. Certains animaux qui venaient avec des pathologies, mais classiques, par exemple, simplement de l'arthrose, un animal qui n'arrive plus bien à se lever. Généralement, ça, avec l'acupuncture, j'ai des très très bons résultats, je suis contente. Et puis, certains cas, ça va pas, ça fonctionne pas, et on ne sait pas pourquoi. Et là, je me suis dit, mais il y a peut-être encore autre chose à chercher. Et puis, c'était aussi une période un petit peu compliquée émotionnellement pour moi. J'avais pas mal de choses au niveau privé, aussi dans mon travail, qui me faisaient que j'avais vraiment des petites douleurs au niveau du sternum. J'étais un petit peu voûtée. Et j'en parle à une amie lors d'un souper. Et puis, elle me dit, mais Sybille, moi j'ai fait une formation, ça s'appelle la libération du péricarde. Et ce que tu me décris là, je pense que ça pourrait t'aider. Et puis, ayant discuté 2-3 mois avec elle, je me suis rendu compte que ça me parlait drôlement, ce qu'elle me disait. Et le soir, en arrivant à la maison, j'ai tout de suite tapé sur Internet. Et puis, par chance, quelques semaines plus tard, il y avait un cours qui se donnait sur le canton de Neuchâtel. Et puis, il y avait un cours de comment donner le soin. Et du coup, on le recevait aussi lors de la formation. Et il y avait une semaine débutant et une semaine avancée. Je me suis directement inscrite pour les 2 cours parce que ça me parlait tellement que j'avais vraiment envie de foncer là-dedans. Et puis, quand je suis arrivée lors du premier jour de la formation, là, on m'a accueillie à bras ouverts et puis j'ai reçu mon premier coup de péricarde. Donc, le coup de péricarde, c'est quoi? On a son cœur qui est là
et on donne l'énergie de son cœur avec tout l'amour et toute la douceur qu'on peut pour la personne qui est en face de nous. Et c'est quelque chose qui est extrêmement pur, extrêmement beau, et moi qui me fait toujours, l'émotion monte, parce que c'est quelque chose pour moi qui est sincère et qui nous reconnaît, nous en tant qu'êtres. Et du moment que j'ai eu ce premier contact avec la professeure qui était là, pour moi, c'était évident. J'étais à la bonne place, au bon moment. Et puis, ensuite, on a passé les cours. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et puis, et là, je me suis dit, mais moi, ça m'a fait tellement du bien que j'ai envie de le redonner aux gens. Et je me suis monté un petit site internet. J'en parlais aux propriétaires d'animaux qui venaient me voir lors des consultations, quand j'étais assez proche d'eux, quand je voyais que je pouvais discuter vraiment en toute liberté. Là, je leur disais, dans votre situation, là, par exemple, vous venez de perdre un animal, ou là, je vois qu'il y a eu des petits soucis aussi dans votre famille, je vois que vous n'êtes pas bien parce qu'on se connaît bien. Si jamais je propose ce soin qui peut justement vous aider, libre à vous de me dire si vous êtes intéressé ou pas, mais je suis là. Et c'est un petit peu commencé comme ça, en fait, avec mes clients du cabinet qui venaient aussi chez moi après pour le soin. Et voilà, et de fil en aiguille, maintenant, ça fait depuis 2016 que je pratique. Et c'est un soin que j'adore donner. C'est un soin de partage. C'est vraiment quelque chose qui est doux, qui est pur, qui est vraiment dans l'amour, quoi, vraiment dans l'amour sincère. Et la personne, je la prends comme elle est, et on va voir ce qu'elle me raconte. Et comment est-ce que je peux lui donner un petit coup de baguette magique pour qu'elle aille mieux. Et comment marche cette ouverture du péricarde? En quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que c'est un massage? Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire? Alors, c'est clair que c'est un soin, je dirais, il faut le vivre. Je vais vous faire la définition Wikipédia. En fait, c'est un soin qui s'articule, je vais dire, en 2 phases. La première phase, c'est dans le physique, donc où je vais toucher la personne. Donc, c'est un soin qui se fait habiller. J'ai pas besoin d'avoir vraiment contact avec la peau. Je vais exercer tout d'abord des pressions sur le thorax. Et la première série de pressions, ça va être un petit peu pour lancer la machine, comme un soufflet sur le feu. On va vraiment déjà faire en sorte que l'énergie circule dans la personne. La deuxième série de pressions que je vais faire, ça va être vraiment là pour libérer le péricarde. Donc là, moi, je vais demander au péricarde déjà, comment te sens-tu? Par rapport à qui ou quelle situation? Je vais peut-être que oui, peut-être que non, avoir des informations. Et puis, on peut vraiment pousser très très loin, demander à quel âge c'est arrivé, pour vraiment être le plus précis possible envers la personne quand on lui relate le soin. Et puis, du moment que le péricarde m'a dit, ou pas, ce qu'il avait à me dire, certaines personnes vont mettre des barrières, des blocages, mais ça, c'est pas grave. Je vais quand même prendre l'enveloppe du cœur, donc ça, c'est le péricarde, l'enveloppe du cœur. Je vais demander, où est-ce qu'est ton blocage, et puis, voilà, comment est-ce que je peux te libérer maintenant? Et ça va être avec ma perception. Je vais gentiment, comme une sorte de massage cardiaque, mais très très doux et très très lent, je vais appuyer gentiment sur le thorax en direction de la lésion ou du problème, de la tension, du blocage du péricarde. Et ça, je vais le percevoir. Pour moi, ça va être un point noir, par exemple, que je vais sentir. Ou des fois, ça peut être une direction un petit peu plus large. Et là, je vais suivre jusqu'à ce que je sente que je suis là où ça bloque, et je vais relâcher gentiment. Et ça, on va faire 3 fois de suite pour laisser au péricarde le temps, en fait, de se débloquer. Et aussi à la personne, le temps de savoir un peu ce qui se passe, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est pas un soin qu'on peut cataloguer, massage. C'est vraiment un soin un petit peu particulier. Donc comme ça laisse le temps à la personne de se détendre, de voir, ah ouais, elle appuie, ah là, ça me tend un petit peu, ça me fait un petit peu mal, parce que justement, il y a un blocage, il y a quelque chose qui chicane. Et de se détendre, de se dire, ok, ah ouais, voilà, je vois ce qu'elle veut faire, je vois où elle veut en venir. Et le fait de libérer en 3 fois, ça me permet de faire le job. Mmh.
Ensuite, il y a une partie où je vais prendre les bras, les jambes et les faire danser avec moi pour vraiment essayer de les dérouler, d'enlever aussi tous les blocages, toutes les tensions qu'on pourrait avoir, surtout par exemple dans nos épaules. Et ça fait aussi du bien de le faire en physique, pas seulement en énergétique. Et puis, il y a la deuxième partie où c'est vraiment là l'énergie. Moi, je vais poser d'abord mon énergie à moi, je vais m'enraciner, je vais me connecter. Et je vais pas toucher la personne tout de suite. Je vais d'abord l'observer. Elle est couchée, allongée devant moi et je vais observer. Je sais pas encore exactement ce que je vois, ce que je perçois. Plus je discute avec des gens, plus ça me donne un peu des indices, mais je sais pas si je vois l'aura, si je vois le mouvement de l'eau dans le corps, parce que certaines personnes, je vais voir des vagues, par exemple, je vais voir une sorte de tsunami suivant quelle personne. Et puis chez certains, je vais plutôt voir des ombres, des choses un peu noires. Je me dis, ah ben voilà, là, il y a un blocage. Ou comment est-ce que la personne, elle est ancrée? Est-ce que voilà, l'ancrage, il part juste, ou est-ce que tout d'un coup, il y a une jambe qui part en haut? Et puis, du moment que j'ai fait un peu mon diagnostic global, là, je vais toucher la personne. Et je vais la toucher vraiment très, très doucement pour percevoir le mouvement de vie qu'elle a. Ce mouvement de vie, ça ressemble à une lemniscate. C'est vraiment le signe de l'infini. Et puis, on arrive en posant les mains, sans vraiment être fort, hein, vraiment juste en touchant, à percevoir ce mouvement. Et déjà à voir, est-ce que l'amplitude, elle est bonne? Est-ce que le rythme, il est équilibré? On est tous différents. Chacun a son rythme de vie propre. Il faut juste que ce soit équilibré, en fait. Et moi, certaines personnes, tout d'un coup, je vais sentir ce mouvement avec mes mains et je vais voir, ah tiens, ben là, l'amplitude, elle est un petit peu réduite par rapport à l'autre côté. Je vais comparer un petit peu les deux. Ça va pas être, je vais pas passer sur l'idéal que ça doit être parce qu'on est tous différents. Donc, je vais un petit peu regarder avec cette personne-là, ok, là, ça va comme ça. Voilà, on va essayer de faire mieux. S'il y a un blocage, on va essayer de débloquer. Mais ça me fait aussi un premier diagnostic. De me dire, ah tiens, c'est plutôt à droite que ça pêche. Et ce mouvement de vie, en fait, je vais l'utiliser à peu près partout, en fait, dans mon soin. Et puis, je vais aller vers toutes les cellules, tous les organes. Des fois, on me demande, mais c'est un soin complet, enfin, est-ce que je dois revenir, etc. Moi, je fais toujours un soin complet. Et mon but, c'est que la personne, elle soit rayonnante, qu'elle ait retrouvé qui elle est vraiment en sortant de ma salle de soins. Si je vois qu'il y a toujours un petit point noir quelque part, je laisse pas passer. Je vais vraiment aller pour que la personne, son énergie, sa vie, aille dans toutes ses cellules jusqu'à la pointe de ses pieds. Ça, pour moi, c'est important. Et puis là, je fais une apposition des mains pour ce faire. On m'a dit, je mangeais un petit peu de magnétisme aussi, ça aide, pour justement pouvoir faire circuler l'énergie et dire bonjour aux organes, aux cellules. Parce que dans ce soin, on va vraiment apporter de l'attention. Et dans le mot attention, il y a attention, donc privation de tension. Donc le but, c'est aussi que les organes se détendent, qu'ils entrent en expansion. Et quand on entre en expansion, hop, on va toucher le voisin. Et ça permet de redonner en fait l'impulsion de vie aussi à son voisin, d'être une cohésion. On a un corps complet, une unité avec plein de choses différentes. Et ça permet que cette unité soit fonctionnelle, qu'il n'y ait pas des cancres d'organes dans la classe qui se mettent tout derrière, puis « Oh, vous fonctionnez bien, allez-y, nous, ça ne nous concerne pas. » Non. Le but, c'est vraiment de tout harmoniser, que tout le monde se touche pour que vraiment l'énergie, comme de l'eau, aille partout dans le corps.
et nourrissent au mieux. Après, c'est clair, on peut avoir des pathologies X ou Y. Voilà, que c'est comme ça, c'est du mécanique. On a, je sais pas, un poignet cassé, j'en sais rien. Ça, c'est du mécanique, ça s'est passé, c'est comme ça. Mais au moins que tout ce qui peut bien fonctionner, fonctionne au top. Ça, c'est le but du soin. Et puis, je vais travailler beaucoup sur l'ancrage des gens aussi. Parce que souvent, quand je vois mes patients, il y en a beaucoup qui pratiquent la méditation et qui sont toujours en fait au perché, qui sont toujours là-haut. Et ils oublient qu'en bas, c'est ultra important. Je prends souvent l'image de l'enfant avec son joli ballon. Si l'enfant ne tient pas son ballon, le ballon il part à tous les vents. Et il va se perdre et il va même éclater suivant où il va. Donc le but, c'est vraiment l'ancrage. Et on peut après admirer ce ballon depuis là où on est. Mais pour moi, c'est très important que les gens soient ancrés. Et ensuite, je vais aller vers leur connexion à l'univers et faire en sorte qu'elle soit bien ouverte aussi. Mais l'ancrage d'abord, et ensuite, on se connecte et on peut chercher tout ce qu'on veut après là en haut. Donc voilà un petit peu le soin. Donc vous voyez, c'est pas juste je prends des muscles, je les masse. Il y a toute une notion aussi derrière, un concept. Ouais. Je vois que ça a l'air très très complet. Est-ce que cette ouverture du péricarde se pratique aussi du coup sur les animaux ou c'est exclusivement pour les humains? Oui, alors disons ça a été étudié en premier par Montserrat Gascon sur l'humain. Mais on peut également l'utiliser sur l'animal. Moi, j'aime bien l'utiliser notamment quand il y a des soucis avec les émotions chez les animaux. J'ai eu affaire, par exemple, il y a quelques années en arrière, un cheval qui, en fait, devait guider des enfants. Donc, il y avait une petite sortie à cheval, il y avait la propriétaire de l'écurie sur ce cheval, puis les enfants derrière sur les poneys. Et puis, le problème avec ce cheval, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il y a eu une peur vers une lisière de forêt, et le cheval, il plantait toujours au même endroit. Et la propriétaire, voilà, elle n'arrivait pas à le faire avancer, le cheval restait statique à cet endroit-là. Et le problème, quand on guide aussi des enfants avec des poneys, les enfants, ils savent pas forcément bien tenir les chevaux. Tout d'un coup, ça va venir un petit peu trop proche, les chevaux qui s'énervent entre eux, ça va pas. Et là, il peut y avoir des accidents. Donc, c'était vraiment un souci pour la propriétaire que ce cheval s'arrête à cet endroit-là. Et elle m'a contactée, elle m'a dit, voilà, Sybille, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Et puis, comme toujours, moi je dis, on ne perd rien d'essayer. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien. On teste, on essaye. Et puis, du coup, je lui ai fait ce soin. Et le lendemain, le cheval, il passait sans s'arrêter. Donc, voilà. Des fois, c'est des émotions qui sont cristallisées, qui sont un petit peu trop coincées. Comme nous, des fois, quand on voit, on a la gorge serrée, on n'arrive pas à passer plus loin. C'est un petit peu ça que je débloque, en fait. Le fait que ça circule bien, que ça puisse aller, que les mots puissent se dire aussi. Quand on parle des humains, justement, de cette gorge serrée. Et oui, chez les animaux, ils doivent aussi me donner leur autorisation. Parce que nous, en tant qu'humains, voilà, vous me contactez, vous venez me voir, c'est en ordre. Mais pour l'animal, là, je vais faire une communication animale. C'est une autre corde que j'ai à mon arc. J'ai fait une micro-formation, donc je ne m'appelle pas communicatrice animalière du tout, mais c'était plutôt pour mon intérêt personnel. Quand les gens viennent chez moi vétérinaire, oui, alors là, j'ai fait appel à une communicatrice, mon animal, il dit qu'il a mal au ventre, etc. Puis là, je me suis dit, ok, moi, ça m'intéresse, donc je vais me former, micro-formation sur un week-end, histoire déjà de savoir comment ça fonctionne. Et puis là, justement, j'utilise cet outil pour faire une communication à distance. Il me faut la photo, la date de naissance, le nom de l'animal. Et puis, je pose la question à l'animal. Est-ce que tu es d'accord de recevoir un soin du péricarde? Et j'en ai certains qui vont me dire t'es qui toi? Non, j'ai pas envie. C'est quoi ce bordel? Non, c'est vraiment. Des fois, j'ai vraiment des réactions non, catégoriques et nettes. Et des fois, j'ai des animaux qui vont me rendre. Là, j'ai eu dernièrement un cheval qui m'a pleuré dans les bras.
Il m'a dit, mais je suis tellement triste. Il commence à me déballer des choses. Et puis j'étais là, mais ok, ben je viens. On va faire quelque chose, t'inquiète pas, on va essayer. Donc voilà, pour les animaux, c'est un petit peu différent. Et puis, j'en ai certains qui se laissent pas toucher. J'ai par exemple des chiens qui viennent vers moi. Et c'est vrai que quand je m'approche un peu pour me poser mes mains, justement, ils me disent non, là, ça fait un petit peu trop de pression. Ou suivant leur vécu, ils disent ouais, mais toi, t'es quand même vétérinaire. Donc, il y a un truc de louche. Et pour contrecarrer ça, en fait, je fais facilement à distance. Donc, si l'animal est dans la pièce, voilà, moi, je vais me mettre à quelques mètres de lui et puis je vais faire mon soin tout simplement à distance. Alors, cette méfiance qui vient de certains animaux qui ne veulent pas se faire toucher ou qui ne veulent pas en entendre parler, j'imagine qu'elle peut être encore plus forte parmi vos collègues, des médecins formés, médecins vétérinaires formés. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre d'approche, si vous avez l'occasion d'en parler avec eux? Alors, chaque fois que je peux en parler, j'en parle. Parce que pour moi, c'est important d'ouvrir les esprits. Et ça va dépendre avec qui je vais avoir en face. Je vais déjà mettre voilà, une petite graine, un petit bout de poussière magique voilà, dans l'esprit, dans la conversation. Voilà. Est-ce que ça touche? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais généralement, je commence plutôt par la médecine chinoise. Parce que la médecine chinoise, c'est médecine chinoise, donc ça, il y a déjà un mot qui est assez fort. Et puis là, on voit déjà si la personne, elle est ouverte ou pas. Parce que ça sert à rien que je commence à parler du soin du péricarde si une personne n'est déjà pas ouverte à la médecine chinoise. Là, je risque de toute façon de me prendre un vent. Mais quand j'amène un petit peu les choses et que la personne est attentive et elle se pose aussi un petit peu des questions, là, c'est chouette. J'ai la chance de pouvoir travailler avec 2 collègues aussi vétérinaires dans mon cabinet. Et puis, les 2... elles sont ouvertes à ça, donc je peux vraiment en parler librement avec elles. Même tout d'un coup, elle me dit ah ben tiens là j'ai un patient, et, j'arrive pas à l'aider, mais peut-être est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Et donc voilà, on a cette bonne synergie entre nous. Après du moment que ça commence à aller à l'extérieur, j'ai un petit peu tous les cas de figure en fait. Il y en a qui rigolent, libre à eux. Et puis, il y en a que je sais que je veux même pas en parler parce que ça, j'ai pas envie, en fait. Je vois tout à fait là où ça va aller et puis c'est pas intéressant. Donc, voilà, chacun a aussi sa vie, chacun ses croyances. Je respecte. Je pense pas avoir la science infuse ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du moment qu'on est dans une conversation, ben, voilà, je parle de ça, je parle des petites expériences que j'ai eues, des petites anecdotes comme ça. Et ça peut faire réfléchir. Et si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit, ah bah tiens, c'est pas con, peut-être ça peut aller plus loin, ben on a vraiment tout gagné. Mmh. Question qui peut paraître très basique, hein, mais je pense qu'elle n'est pas facile à répondre. Qu'est-ce qu'un animal? Alors, pour moi, un animal, on va de nouveau faire la définition Wikipédia. Non, pour moi, un animal, c'est un être dans lequel on aurait aussi pu s'incarner. Un animal, pour moi, c'est un compagnon. C'est un être qui a aussi le droit d'avoir ses émotions, qui va avoir ses souffrances. C'est une enveloppe charnelle. Et pour moi, l'animal, il a une âme, parce que l'âme anime. Donc, pour moi, tout ce qui est animé a une âme. Et je pense qu'on peut, sans autre s'imaginer, moi, là, je me suis incarnée en Sibylle Langer, mais on peut tout à fait s'imaginer s'incarner justement un animal pour faire une expérience de vie en tant qu'animal. Qu'est-ce que c'est comme un aigle, par exemple, de pouvoir voir super bien depuis en haut? Est-ce qu'on peut sentir les odeurs? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est la sensation de voler? Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... comment dire ça? Pour moi, les animaux, c'est pas juste des animaux. C'est pas juste des choses. C'est des êtres vivants qui ont justement une incarnation, qui ont quelque chose et ils font ce chemin de vie. Et on le voit très souvent, je le vois très souvent dans ma pratique, ils sont là pour accompagner l'humain aussi, à un moment de leur vie. Et tout d'un coup, ils partent. Ça peut être la vieillesse, ça peut être un accident, ça peut être une maladie. Mais on voit cet accompagnement. Et très souvent,
l'animal, il va accompagner jusqu'à un point une femme qui tombe enceinte. Et tout d'un coup, l'animal, il part. C'est très, très beau, en fait. Pour moi, c'est vraiment des compagnons de vie. Et puis, ils sont là aussi pour les changements. Et ils sont là pour nous apprendre beaucoup de choses. Est-ce que l'animal est naturellement un thérapeute ? Oui. Après, de ce que j'ai un petit peu vécu, ils ont chacun un petit peu leur spécificité. Moi, par exemple, j'ai eu un chat qui était le gardien de ma maison. Donc, il faisait en sorte qu'il y ait les bonnes énergies qui soient là. Il avait un job, en fait. Et quand j'ai adopté 2 petits chatons, j'ai tout de suite vu qu'entre le vieux, entre guillemets, il s'appelait Yoda, et le nouveau Comet, il y avait une connivence. Et là, je me suis dit, tiens, ils sont en train de se faire une sorte de passation de pouvoir, de dire, ben voilà, moi je suis plus âgée, toi t'es jeune, tu vas l'accompagner un peu plus longtemps que moi, ben je te donne ce job-là. Et Comet, en fait, lui, j'ai l'impression qu'il était là pour avoir ce job-là. Donc c'était le padawan de Yoda. Et quand Yoda est parti, eh ben Comet, en effet, pour moi, de ma sensation, il a pris ce job. Il dort toujours avec moi, toujours sur mes jambes. C'est comme si, voilà, il était le gardien de mes nuits aussi, voilà, qui regarde que tout va bien. Il y en a des autres, ça va être peut-être apporter un petit peu de douceur, de réconfort. Pour moi, ils ont chacun un petit peu leur spécificité. Zirka, là, le dernier que j'ai, le petit jeune, lui, ça va être de nous réveiller, de nous faire jouer, de partager quelque chose. Voilà, ouais, ils ont vraiment chacun leur job. Et est-ce qu'on pourrait dire que selon les espèces d'animaux, il y a des jobs plus ou moins dirigés pour un type de thérapie, qu'il y aurait des animaux qui seraient plus des accompagnants pour un certain type de problèmes et d'autres animaux qui seraient plus spécialisés dans d'autres domaines? Je pense, mais ça va. Je pense que tout dépend de la relation qu'on a avec eux. Typiquement, les chevaux, pour l'ancrage, revenir là où on est. Ils ont vraiment les 4 fers sur terre. Eux, ça va être un peu plus de ce que je ressens, dans la sagesse, dans le rappelle-toi de qui tu es vraiment, pose-toi. Pour moi, les chevaux, ça va être assez sage. On le voit d'ailleurs quand on les monte et qu'on a la tête ailleurs, eh ben, ils vont faire des bêtises entre guillemets. Ils vont nous rappeler à l'ordre, dire « Eh oh, je suis là, reviens là, au moment présent, à l'instant présent ». Donc je pense que ça va dépendre des individus. Je pense qu'il y a ils nous apportent autant qu'il y a d'individus, en fait, parce que on va chacun avoir une relation différente. Mon mari n'a pas la même relation que moi avec Comet, par exemple, on n'a pas la même relation. Donc, chaque animal va nous apporter quelque chose dont on a besoin, je pense, ou qui veut nous donner. Parce que moi, c'est vraiment un partage. Comment est-ce que vous pensez que les animaux voient le monde ? Comment est-ce qu'ils le comprennent, d'après vous ? Alors, pour moi, je pense, ça c'est un petit peu compliqué à répondre, parce que c'est clair qu'il y a eu des études scientifiques, voilà, la rétine de l'animal, est-ce qu'il voit plus le mouvement, plus les différences de contraste que nous, etc. Il y a la vision physique, qui est certainement différente de la nôtre. Il y a la vision intellectuelle, où voilà, eux, ils vont vivre dans l'instant présent, de se dire, ben voilà, ma propriétaire, ben, elle va partir au travail, donc je sais que, ben voilà, là, il y a ça, puis après, elle revient. Et puis, voilà, ils peuvent aussi faire des liens, rien qu'à, voilà, du moment que les gens, ils arrivent à la maison, ils sont pas en bas dans le carrefour, loin de la maison, que l'animal, il sait déjà que la personne, elle va arriver. Donc, ils
ils ont quand même cette intelligence et cette connexion. Mais je pense que c'est des êtres qui sont assez dans la sagesse. Et je sais pas si le mot résilience est juste. Ils prennent les choses comme elles viennent. Et parfois, c'est clair, ils se rebellent, ils disent non, je suis pas d'accord. Ils ont des émotions aussi, comme nous, des douleurs. Mais la vie, elle est faite de ça, en fait. On s'incarne dans un corps pour vivre ces émotions, vivre des expériences avec d'autres êtres vivants. Et ils sont là aussi pour ça. Je pense qu'ils voient aussi le monde comme ça. On nous répète souvent quand on s'intéresse aux questions de méditation ou autres qu'il faut vivre l'instant présent et que c'est ça notre grande difficulté en tant qu'humain, parce qu'on est soit raccroché à des images du passé, soit on se projette vers un futur hypothétique qu'on essaye plus ou moins, avec plus ou moins de volonté ou de bonheur, de construire. Est-ce que c'est pas ça leur grand enseignement, d'être dans le présent? Alors, on ne sait pas, peut-être qu'ils construisent aussi dans le futur, mais on a l'impression qu'ils sont plus dans ce présent-là. Est-ce que c'est pas ça leur premier rôle? Alors, oui, mais les animaux, ils ont aussi une mémoire. Comme quand ils viennent chez moi au cabinet, j'ai quelques clients qui me disent « Ah ben voilà, de toute façon, du moment qu'on prenait le contour, ils savaient déjà qu'il était là parce qu'ils se rappellent qu'ici, il a eu une opération, ou bien un jour, il a eu super mal et puis on devait le soigner et puis il a cette mémoire de la douleur aussi. » Donc, pour moi, je pense que dans certaines situations, ils ont la mémoire qui leur revienne. Après, imaginer le futur, ça, j'ai pas la réponse, ça, je sais pas. Dans énormément de cultures, je dirais dans presque toutes les cultures, sauf la nôtre, on va dire dans toutes les cultures animistes, il y a des animaux totems, des animaux guides. Ça semble tellement répandu qu'on se demande pourquoi on n'en a plus. Qu'est-ce qu'un animal guide, un animal totem, et pourquoi est-ce qu'on ne les aurait plus aujourd'hui? Alors, j'ai pas encore, on va dire, étudié ou exploré le chamanisme et ce qui l'entoure avec ces animaux guides, ces animaux totems. Moi, à mon niveau, ce que je comprends, en fait, c'est des âmes, c'est des énergies qu'on va peut-être incarner dans des animaux spécifiques pour que ce soit plus compréhensible pour nous et pour tout un chacun, qu'on puisse un petit peu se référencer. Il y a le tigre, alors ok, on peut imaginer ce que c'est un tigre, etc. Moi, je vois plutôt ça comme une interprétation de ces énergies bienfaitrices qui sont là aussi pour nous protéger, pour nous aider à aller de l'avant. Oui, moi, je le comprends plutôt comme ça. Oui, alors, on a peut-être dans notre mythologie à nous, même si on a perdu cette notion d'animal totem, quelque chose qui nous rapproche un petit peu de l'animal totem, ça me fait penser au mythe de Noé, où Noé a pris tous les animaux pour les sauver d'une situation désespérée. Et si on essaye de creuser un petit peu la symbolique de ce mythe, on peut se dire que dans les moments difficiles, on peut devoir faire appel à nos animaux intérieurs, sauver nos animaux intérieurs et trouver les différentes ressources qu'ils peuvent nous offrir. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce mythe de l'animal totem qu'on aurait adapté à notre mythologie à nous? Moi, je pense que c'est totalement juste. Il y a tout qui peut... un corps, il ressent, comme on avait dit avant, les émotions, il a des sens, etc. Et on a tout en nous pour être qui on est vraiment. Ça peut être les animaux, mais là on parle de Noé, mais on peut parler aussi des croisades. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à Jérusalem pour trouver le Saint Graal, par exemple? On l'a en nous, le Saint Graal. Dans ma pratique, ça va être le péricarde. On a l'enveloppe du cœur avec le diaphragme. Ça nous fait une coupe avec le sternum, les ligaments. En fait, le vase, le Graal,
c'est notre péricarde. Donc pour dire, on a tout en nous. Pourquoi aller chercher plus loin? Pourquoi aller chercher ailleurs? Et ces animaux, on peut justement avoir nous aussi des sensations, des pensées qui sont très animales. Des fois, quand on réagit à certaines choses, nos instincts de survie, c'est des instincts, vraiment, c'est l'instinct animal qui arrive. Donc, oui, pour moi, on a vraiment tout en nous. Et comment, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Mm-hmm. On a l'impression que le chat est plus un animal passeur que les autres. Il y a souvent ces anecdotes, et j'ai rencontré personnellement des directeurs de maisons de repos, on va dire, ou de maisons de retraite, qui disaient que les chats de la maison allaient s'approcher ou se coucher sur les lits des personnes qui allaient partir. Et est-ce que là, on peut voir un rôle d'un animal en particulier? Oui, alors c'est ce dont on discutait justement avant avec les chats qui prennent la maison, qui vont protéger la maison. Chacun a son job. Et là, voilà, on va avoir tout d'un coup des animaux qui vont aider à passer. Mais il n'y a pas que les animaux qui peuvent aider à passer. Nous aussi, en tant qu'humains, il y a des passeurs d'âme. Donc, pour moi, c'est simplement l'incarnation visible de ce qu'on se dit, ben voilà, ce chat, il va toujours vers les personnes qui s'apprêtent à partir. Parce qu'on s'en rend compte, parce qu'on peut le voir. Mais je suis sûre qu'il y a plus de ça, mais qu'on ne perçoit peut-être pas. Ok, donc ce ne serait pas une spécialisation par animal, en fait. Ce serait plutôt, il y a certains animaux parmi les chats, parmi les chiens, parmi les perroquets, tout à fait, qui ont cette tendance à vouloir aller vers les mourants, qui sont des passeurs, mais pas par espèce. Oui, pour moi, on a tous des... comment on appelle ça? Des qualités ou des facultés. Et on va être plus ou moins doué ou plus ou moins appelé à faire ça, dépendant de peut-être ce qui se passe là-haut. Si on imagine que là-haut, on avait un bagage, voilà, qu'on se dit, ben voilà, moi je vais m'incarner ici. Je prends par exemple pour moi, je m'incarne là parce que je veux aider les animaux et aider les gens. J'ai vécu d'autres choses dans ma vie, c'est ça maintenant que j'aimerais faire cette expérience de vie. Et je vais avoir mon bagage avec moi. Je vais avoir un don pour soigner les animaux. Je vais avoir un don de passeuse d'âme. Mais pas que, je vais avoir aussi tout d'un coup des attributs, des protections, voilà, des choses qui vont venir avec moi, dont je ne suis pas consciente quand j'arrive au monde, mais que du moment qu'on arrive à un peu de prise de conscience et d'aide et de partage, là de nouveau, parce qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte tout seul. C'est des fois en partageant avec d'autres personnes où là on peut se dire, ben tiens, là moi je ressens ça chez toi. Et j'ai fait d'ailleurs cette expérience avec une énergéticienne, si on peut appeler ça comme ça, qui m'a dit, ben voilà, toi, ben, tu as le don de ci, le don de ça, etc. Donc pour les animaux, ben, je pense que c'est tout pareil. Y en a qui se sentiront un petit peu plus à faire ci, d'autres à faire cela, mais c'est pas réducteur, c'est pas juste une chose. Pour moi, ils ont plein de choses aussi dans leur sac à dos, quoi. Ouais. Mmh. Alors certainement on pourra trouver des chiens compagnons, des chiens passeurs au même titre que des chats. Toutefois, on dirait, par rapport aux traditions chamaniques, qu'il y a des animaux totems spécialisés pour certains passages. Moi, on pense au plus connu d'entre tous, c'est le serpent, qu'on retrouve dans toutes les traditions chamaniques, mais aussi dans les traditions occidentales, sous forme du caducée, qui représente aussi le savoir, la médecine et le soin, et qui a toujours représenté le savoir, le serpent. Enfin, c'est celui qui protège l'arbre de la connaissance. Donc, est-ce qu'on retrouve quand même pas, j'insiste, désolé. Mais on parle. Moi, je dis, voilà, ce que je pense. Une spécialisation chez les animaux pour un certain type de connexion avec la conscience.
Moi, je vais dire déjà comment ils sont créés, les animaux. Déjà, dans leur enveloppe physique, c'est clair qu'il y a des différences. Si on reprend l'exemple du chat, il a toutes ses vibrisses, aussi ses sourcils qui font partie de ça, qu'on sait qu'il y a des connexions nerveuses, ils ont le magnétisme, etc. Les chevaux aussi, les chiens aussi, ils ont ces vibrisses. Mais c'est clair que le chat, de par sa constitution de chat, il va en avoir peut-être un petit peu plus, ou il va les utiliser de manière différente qu'un chien ou qu'un cheval. Typiquement pour ressentir quand il y a une petite souris, une taupe sous la terre, il va pouvoir déjà percevoir un petit peu les vibrations des pas de cet animal. Donc pour moi, c'est clair qu'ils sont aussi conçus d'une certaine manière. Un chat n'est pas un cheval. Mais pour moi, au niveau de l'essence même de l'animal, c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus dotés de facultés pour ci, mais je ne serais pas réductrice de dire qu'ils peuvent faire que ça. Mmh. C'est là aussi où je veux en venir. C'est qu'il y a peut-être, dans tous les chats du monde, ils sont un petit peu plus doués en ça que tous les chevaux du monde, par exemple. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'un chat ne va pas pouvoir faire un job de cheval, par exemple. Mmh. Ouais, moi, je suis assez vraiment dans l'ouverture et que, en fait, tout est possible. Après, il faut aussi se poser la question si dans différentes cultures, on a tout d'un coup les mêmes animaux qui se retrouvent. C'est là que c'est intéressant de faire un petit peu des parallèles, des synergies. Voilà, toi, l'animal, dans ta culture, tu le vois comment? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Est-ce que c'est comparable? Parce que parfois, on peut tirer justement des parallèles entre les différentes cultures du monde, qui sont, je sais pas, en Asie et puis en Amérique, admettons. Puis on va tout d'un coup trouver des convergences. On se dit, c'est des gens qui se sont jamais parlé au final, des cultures qui n'ont pas évolué pareil, et ça reste. Donc oui, pour moi, ça, c'est des choses qu'on peut se dire, ok, là, ils ont vu qu'il y avait en effet une similitude par espèce. Mmh. Comme justement le serpent, où tout le monde semble être à peu près d'accord comme gardien de la connaissance. Exact. Ouais. En Angleterre, un chercheur indépendant, il est indépendant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut lui financer ses recherches dans le milieu académique, on va dire, qui s'appelle Rupert Sheldrake, et qui, lui, a écrit plusieurs livres sur la communication animale ou sur ce qu'on pourrait appeler le sixième sens. C'est que il a écrit un livre, c'est de tête que je sors le titre, c'est pas le titre exact. Ces chiens qui savent quand leur maître va rentrer. Et il a fait plusieurs tests en conditions de laboratoire, avec tout type de mesures, en faisant attention que le maître rentre à une heure inhabituelle pour le chien, en faisant attention qu'il ne rentre pas avec sa voiture habituelle pour être sûr que le chien n'avait pas à entendre un bruit particulier ou reconnaître une odeur à très longue distance d'un type de voiture particulier. Donc, il faisait rentrer en taxi et tout ça. Et les chiffres sont impressionnants. Les chiens savent quand leur maître va rentrer. Comment est-ce qu'on explique ce sixième sens d'après vous? Est-ce que les animaux l'ont gardé et nous l'avons perdu? Est-ce que les animaux l'ont et nous ne l'avons pas? Comment cela s'explique? Pour moi, c'est assez logique. On est connexion, mais pas les connexions qu'on voit. On est vraiment, c'est comme Internet entre les êtres vivants. Même entre les pierres, entre les arbres, c'est pas seulement les êtres animés, on va dire, mais on a cette connexion et qui est d'autant plus forte quand on vit avec l'être. Et pour moi, ça revient un petit peu quand on fait ces communications animales, on a cette connexion qui se crée. On va chercher en haut la bibliothèque universelle, se dire, ben voilà, j'aimerais parler à Miss Tigri qui est née tel jour à telle heure, et puis pouf, on se met en connexion. Et pour moi, les animaux qui vivent avec nous, la connexion, elle est constante, elle est permanente, et ils savent ce qui se passe, ils savent où on est. Il y a eu aussi une étude qui a été faite avec des chevaux qu'on mettait dans des parcs différents, des fois vraiment à des centaines de kilomètres, et il y en a des chevaux qu'on donnait à manger, d'autres pas, mais il y avait une communication qui se faisait entre ces deux groupes de chevaux. Je ne sais plus exactement l'étude sur quoi elle se basait, mais de mettre des individus à même des centaines de kilomètres qui se connaissent, à des centaines de kilomètres, ça réagit tout pareil. Donc pour moi, ça c'est vraiment ce lien, cette toile d'énergie qui est tissée entre les êtres vivants, dans l'univers en fait.
on fait tous partie de l'univers et il y a des connexions qui sont un petit peu plus soudées en fait que d'autres qui se font tout seuls. Par exemple, pour prendre un exemple d'humain, je pense à une personne, elle m'appelle. Ben voilà, c'est un petit peu ça aussi. Vous disiez avant, quand vous parlez, on est tous connectés, c'est comme des ondes qui communiquent entre nous. Et vous avez même cité l'exemple des pierres. Pour vous, vous avez une vision assez animiste en fait du monde. Il y a une communication générale entre tous les éléments de la Terre, qu'ils soient animés ou inanimés. Oui. Il faut revenir un petit peu en arrière, ou bien même pas forcément trop en arrière, mais quand on parle de l'os ou de la dent, la dent, c'est le matériau le plus dur qu'on ait dans notre corps. La dent, elle vit. Oui, il y a un nerf, bien sûr, il y a du sang, il y a tout ce qu'il faut pour, mais la dentine, etc., ça vit. Quand on met les mains dessus en énergétique, on sent le mouvement de la vie. Et quand on va vers un arbre, vers une pierre, les personnes qui utilisent justement les pierres comme thérapie, il y a des vibrations spéciales. Donc, pour moi, c'est quand même de l'ordre du vivant. C'est clair qu'on dit une montagne, elle est inébranlable, mais elle va s'éroder, elle va quand même changer aussi d'aspect avec le temps. Les continents, la Terre même, il y a tout qui change, tout qui bouge donc avec le temps. Donc pour moi, c'est clair que ça fait partie de la vie, quoi. Et justement, des pierres qu'on peut utiliser, je sais pas, le quartz rose, par exemple, pour mieux s'endormir. Alors, le quartz rose, on le sait de manière expérimentale, que c'est un matériau piézoélectrique qui produit de l'électricité quand elle est soumise à des chocs. Donc, il y a vraiment une sorte de battement, comme un battement de cœur à l'intérieur du quartz. On peut imaginer qu'il y a ça dans d'autres matériaux soi-disant inertes. Et on pourrait parler aussi de la communication involontaire qu'on a entre humains et certainement avec les autres animaux, dans le sens que autour du cœur, on a un rayonnement électromagnétique qui vient du cœur et du cerveau, et que ça doit dire des choses de nous. Et cette libération du péricarde que vous pratiquez doit permettre, d'une certaine manière, cette communication invisible entre les êtres. Exactement. C'est bien que vous y reveniez, parce que c'est quelque chose que je voulais aussi mentionner. L'axe de l'âme. On a un axe, et on dit tout d'un coup, on se sent désaxé. On n'est plus bien là où on n'est plus qui on est, vraiment, il y a un problème. Et le soin de libération du péricarde permet de réaxer l'âme, de se rappeler qui on est vraiment au fond de nous aussi. On a cette petite étincelle de vie dans notre cœur, justement, qui s'est animée à un moment et qui fait après qui on est physiquement et en nous. Et pour moi, c'est très important, justement, cet axe de l'âme, pour se rappeler vraiment de qui on est vraiment. Parce que quand on se rappelle de qui on est vraiment, on peut prendre des décisions qui vont être en accord avec nous-mêmes et justement vis-à-vis d'autres personnes. Quand on dit un oui, mais c'est un grand oui avec plaisir. Quand c'est un non, c'est non. Et c'est pas forcément... On nous dit à nous, non, souvent. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre des limites, à dire non. Et ce soin du péricarde, justement, il permet cette connexion de se dire, ben voilà, avec cette personne-là, ce qu'elle me demande, c'est non. Ou alors, on a des fois des compromis à faire dans la vie. Et ça va aussi aider, grâce à ça, à mieux communiquer, à se dire, ok, je viens t'aider à déménager, c'est clair, ça m'embête, c'est un samedi, j'aimerais bien me reposer, mais parce que je sais que ça va renforcer notre relation. Donc, pour moi, c'est un soin qui est... où on va également faire en sorte que la personne rayonne, qu'elle soit dans l'expansion. Et comme je disais avant avec les organes, du moment qui sont détendus, qui entrent en expansion et touchent les autres, ben, ça va faire pareil avec les autres êtres de la Terre et de l'univers. Donc, pour moi, c'est vraiment de
de recentrer les gens. Je me rappelle de qui je suis, j'interagis pour que ça résonne juste, pour que je sois pas tout d'un coup soumis à des peurs, à des dilemmes, à des choses fortes. Mais simplement, voilà, qu'est-ce qui sonne juste dans mon intuition aussi, m'écoutez-moi. Avec aussi mon bagage, hein, j'ai fait des expériences, on va les utiliser. Mais de pouvoir être juste avec soi-même, être détendu, rayonner. Et quand on peut rayonner, on est un phare aussi pour les autres êtres vivants. Et on va nous voir. Alors, est-ce que tout d'un coup, il y a un autre phare? Puis c'est, ah ben salut, je te reconnais, c'est sympa, on va pouvoir aller, je sais pas, boire un verre, j'en sais rien. Mais avoir tout d'un coup, pourquoi pas une relation plus ou moins de longue durée. Et ça va juste être des fois un regard. On sait que, voilà, on est sur la même longueur d'onde, tout d'un coup avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, puis c'est cool, et puis voilà. Mais ça va pouvoir aussi aider les gens qui n'ont pas cette lumière, ou est trop faible, leur phare il est trop faible, de pouvoir voir la lumière, dire, ok, là on peut aller vers cette personne, et puis peut-être qu'elle va nous aider à nous illuminer. Et c'est ça le but. Mais il va y avoir aussi des phares qui vont dire, ah, j'aimerais bien prendre la lumière puis la mettre chez moi. Ça va pas aller, ça va créer un conflit. Mais quand c'est dans la bienveillance, et vraiment pour moi, c'est vraiment le partage qui est super important. Quand je fais mon soin, on va partager quelque chose. La personne va me confier des choses. Et moi, après, je vais lui confier ce que j'ai vu à travers elle. Donc, oui, c'est vraiment une grande communication. Il y a aussi quelque chose qui a attiré mon attention dans ce que vous venez de dire, cette question de posture, de droiture. Ça me rappelle deux images. Il y a l'image utilisée par Annick de Souzenel, qui est une auteure qui a beaucoup travaillé sur le symbolisme du corps humain et qui compare le corps humain, enfin c'est pas elle, mais c'est d'après des écrits qu'elle a étudiés, mais qui compare le corps humain avec une épée. Et la garde de l'épée, c'est les clavicules et la poignée et le pommeau, la tête, et la colonne vertébrale, évidemment, toute la lame avec cette droiture. Et ça m'a fait penser aussi à Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien, qui a dit qu'il fallait garder les épaules en arrière pour mettre son cœur en danger. On le mettait aussi dans une position d'acceptation de l'autre. En fait, il n'y a pas d'acceptation de l'autre sans une certaine mise en danger. À trop vouloir se protéger, on ne va jamais pouvoir communiquer. Oui, alors pour moi, ça c'est clairement la base, un peu la base du soin. Souvent, on va peut-être commencer par le début. Le péricarde, quand il reçoit des chocs émotionnels, ça peut être petit, ça peut être grand, il va avoir tendance à encaisser. Et puis, vous voyez, la posture que je prends déjà, un petit peu à se rigidifier, comme si on se prenait un coup de poing dans le ventre, en fait. Hein, il va se rigidifier. Et le péricarde, il est en fait tenu par tout plein de structures en fait dans le corps. On peut imaginer un petit peu comme un arc, tout simplement. Et puis, plus on va avoir de chocs émotionnels, plus l'arc va se tendre. Et là, on voit que la colonne vertébrale, qui est le bois de l'arc, eh ben, il va de plus en plus se voûter. Et quand on est dans la rue et qu'on voit une personne comme ça, est-ce qu'on a envie d'aller vers elle? Pas trop, on se pose des questions. Mmh. Sauf si on est un peu altruiste et puis qu'on en dit « Ah, toi, t'es pas bien, je viens t'aider », mais dans notre culture, ça se fait pas trop. Si on est comme ça, justement bien ouvert, les épaules, et bien là, on est prêt à accueillir et on est prêt à donner. Et je prends souvent l'image avec mes patients, c'est vrai, si vous êtes comme ça, prenez un cadeau qu'on vous donne. C'est compliqué, hein, si le cadeau il vient de la droite, là, on est un petit peu embêté. Donc, si on est vraiment dans cette posture, et le fait de libérer le péricarde également en physique, ça va aussi faire lâcher un peu toutes les structures qui sont tendues à l'intérieur du corps, notamment l'aorte par exemple. Ça va faire en sorte qu'elle soit un peu plus déroulée, qu'on ait un peu plus d'amplitude pour se tenir enfin un petit peu droit. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas que le péricarde en soi, mais après toutes les structures qui vont s'habituer à cette position et qui vont se figer dans cette position. Donc du moment qu'on arrive à tout dérouler, tout libérer, ça va beaucoup mieux. Et c'est là qu'on peut être le phare, justement, qu'on peut rayonner pour les autres et avoir une communication. Et l'épée, le symbole de l'épée, je l'utilise aussi dans mon soin. On va utiliser des mots, typiquement Excalibur.
ça va être un mot. Et Excalibur, ça va être au niveau du sternum. Donc, on voit, hein, c'est tout ce que vous avez dit. Et pour moi, Excalibur, ça va être l'ancrage. Ça va être vraiment la direction de s'ancrer bien sur Terre, d'être là. Mais du coup, ou mais est, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Il y a quand même une mise en danger. C'est-à-dire un phare, il se prend les tempêtes, hein. Il y a une mise en danger, on peut tomber sur des gens malveillants. Complètement. Voilà. Donc il faut accepter une part de mise en danger pour aller vers l'ouverture. Oui, parce que comme on disait avant, il y a ce phare qui brille. Je brille pas trop, je veux cette lumière. Et ça, c'est à soi-même, en fait, d'un petit peu réaliser ce qui va se passer. Mais, j'utilise aussi le mais, c'est pour aussi vivre des expériences de vie. Parce que sinon, si on est un phare, super, il y a la mer qui est calme, on a des magnifiques couchers de soleil, trop bien. Au bout d'un moment, c'est lassant. Donc, le fait d'être comme ça veut dire qu'on peut accueillir, on va peut-être voir, ah tiens, là, ça me pompe un petit peu. Mais j'ai assez d'énergie encore en moi pour me dire, ah tiens, là, ça me pompe un peu, on stoppe la relation, on stoppe la discussion, et hop, et on se régénère. Parce que c'est que là, si on a déjà une toute petite lumière, et qu'on a des gens qui viennent encore nous la prendre, après, suivant comment on peut dégringoler et puis être vraiment embêté pour retrouver cette lumière. Donc je pense aussi, plus on a de lumière, plus on est là, plus on a de battements aussi, et puis c'est sûr qu'on va attirer l'œil de certaines personnes, certains êtres vivants, mais on a des réserves. Et puis on est assez bien ancré, justement, assez bien dans ses baskets pour aussi reconnaître, là, il m'a pompé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ou alors, là, j'ai choisi cette voie parce que je suis bien, etc. Oh là là, ça m'a tout fait dégringoler ma lumière. Ok, je devais vivre cette expérience-là pour avoir quelque chose aussi peut-être à raconter, à faire passer, à partager peut-être plus loin. Est-ce que ça va aider quelqu'un, ce que j'ai vécu? Ou est-ce que ça va m'aider, moi, finalement, à trouver mon chemin? Ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que voilà, si la mer est calme, il fait magnifique, super, mais ouais, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que là, on peut aller dans toutes les directions, mais s'il n'y a pas une direction qui est un petit peu mieux pour nous, qui est un petit peu plus indiquée? Du coup, la question que beaucoup de personnes se posent sur pourquoi le monde est si difficile, avec autant d'injustices et de souffrances partout dans le monde, c'est un petit peu quand même une réponse à ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'altérité contraignante, il n'y a pas de raison de se tenir droit, d'une certaine manière. C'est ça, après on est sur notre transat à plat, et puis on fait rien. Non, mais c'est vrai, moi je pense que justement dans les communications, et puis c'est important, justement, ce partage, d'interagir, parce que l'univers, il fait que ça. Notre corps, il fait que ça, d'interagir. Là, mes hormones, elles sont en train de me dire, ah tiens, t'as bientôt faim, il va se passer un truc, etc. Donc, il y a tout des interactions qui se font et dans notre corps et vers l'extérieur. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est assez sain, finalement, de se dire, ben voilà, on s'incarne ici, dans tout ce qu'on a envie, parce qu'on a envie de faire une expérience de vie dans cette enveloppe. Et on y va. Et moi, voilà, j'ai décidé de m'incarner ici, comme ça, comme je suis, pour faire cette expérience de vie de ma vie. Et d'autres choisiront autre chose. Mais il faut peut-être prendre un petit peu de recul, de se dire, ben voilà, en haut, je dis en haut, mais si on était une onde, finalement, notre âme, notre esprit, est-ce que si on était une onde, par exemple, et puis dans le chemin des ondes, est-ce qu'on se fait en fait attirer dans un corps physique qui va se construire, ou dans une pierre, dans un arbre? Est-ce qu'on se fait attirer, ou est-ce que c'est nous qui choisissons finalement, avec nos autres ondes amies, de dire ben voilà, écoute, là, moi j'ai fait j'ai fait l'expérience d'être un arbre, puis j'ai vu en fait un écureuil qui montait dessus, ça me faisait des guilis, c'était chouette, c'était sympa. J'aimerais bien être un écureuil, savoir ce que c'est d'être un écureuil. Et puis,
la conscience de l'arbre, elle va pas être la même que la conscience de l'écureuil. L'écureuil, ben voilà, il va avoir sa belle queue, ses poils, il va savoir ce qu'il doit manger, il va avoir ses instincts, ses petites mains, etc. Et il va faire son expérience de vie. Peut-être il va tomber de l'arbre une fois, il va se faire mal. Ah ben zut, ben oui, je suis un écureuil, c'est vrai, je monte aux arbres, puis je peux tomber. Ben ça arrive. Ou se faire manger par le renard. Ben voilà, c'était son expérience de vie. Et le renard, il était tout content, lui, de trouver un écureuil pour pouvoir manger, parce que c'est l'hiver, il fait froid. Voilà. Donc pour moi, il y a tout qui a aussi un petit peu une raison. Et quand on a une onde, si on admet ça comme ça, on ne peut pas avoir de sens. On ne peut pas goûter, on ne peut pas voir. On n'a pas d'yeux quand on a une onde. Donc le fait de s'incarner, ça nous permet de vivre la vie, de pouvoir toucher les choses, ressentir. Ah tiens, j'ai des émotions. Waouh, qu'est-ce que c'est d'avoir mal. Ben oui, ça fait super mal tout d'un coup d'avoir la jambe cassée. C'est clair, on n'aimerait pas l'avoir vécu, mais ça nous fait une expérience. Voilà, on sait ce que c'est d'avoir la jambe cassée, ça fait super mal. On sait ce que c'est de voir un lever de soleil. Goûter une mangue, c'est trop bon. Et pour moi, c'est ça l'important, en fait. C'est de faire ces expériences. Je ne sais pas comment ce sera gravé dans notre monde, de tout ce qu'on vit là. Se dire, ben voilà, j'ai fait cette expérience de vie-là. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'être une onde là-bas en haut, c'est aussi bien joli. On peut communiquer avec d'autres ondes, peut-être. Se raconter ce qu'on a vécu sur Terre ou ailleurs. Mais ouais, au bout d'un moment, la vie, c'était quand même pas mal. Est-ce que, d'après vous, parce qu'on rencontre quand même de plus en plus de gens sur cette chaîne en particulier, mais dans bien d'autres domaines, mais dans tous les domaines, pas seulement celui de la médecine ou de la médecine vétérinaire, mais dans le domaine de la physique, des chercheurs, de tout bord, on découvre de plus en plus de monde qui se posent des questions de manière différente. On quitte cette vue peut-être mécaniste ou matérialiste de l'univers ou de notre environnement. Est-ce que d'après vous, la médecine vétérinaire est en train de changer? Bien sûr, oui. Elle change déjà de par le fait qu'on est actuellement environ 80% de femmes qui sortent des études. Donc c'est un métier qui se féminise. On ne sait pas pourquoi, mais il se féminise. De ce fait, également, un 100% qui était assumé par un homme, et bien maintenant, on va avoir 2 femmes qui vont l'assumer parce qu'il y a la famille, il y a les enfants, etc. Ça va être une chose. Et puis la deuxième chose, ça va être aussi de notre temps actuel, on met aussi beaucoup plus de force pour nos loisirs, la détente, prendre du temps pour soi, justement pour sa famille. Donc on va avoir facilement des temps partiels. Et des fois, pour un 100%, il faut 3 personnes maintenant. Parce que voilà, les gens, ils veulent pouvoir aller, je sais pas, faire du bateau sur le lac, les après-midi, ils veulent pouvoir avoir des jours de congé dans la semaine pour s'occuper de la famille, pour s'occuper de leur hobby, etc. Donc ça, c'est un petit peu général pour ce que je vois actuellement. Mais en médecine vétérinaire, c'est aussi ça. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a un numerus clausus. Donc, ça veut dire un examen d'entrée pour les études de vétérinaire. Donc, ça, c'est à l'université. Et puis, cet examen d'entrée, il laisse passer qu'un certain nombre de personnes, je crois que c'est 80 actuellement, par université. Donc, environ 160, sauf erreur. Et pour qu'à la fin, il y ait 40 personnes par université, donc 80 vétérinaires qui sortent. Ça devient aussi un petit peu plus compliqué pour nous vétérinaires parce qu'il y a l'avancée des soins. On peut faire une IRM, on peut faire un scanner maintenant pour les animaux. Et les gens, ils ont aussi la relation avec leur animal qui est beaucoup plus forte qu'avant. Moi, ça, j'ai remarqué, là, ça fait 15 ans que je suis vétérinaire, j'ai remarqué que ça prend de plus en plus d'importance. C'est pas juste, le chat de ferme, il va pas, voilà, on fait rien. Là, les gens, ils ont vraiment la conscience et c'est leur compagnon. L'animal, c'est plus juste le chien qui garde devant la maison. Ça va être le confident, ça va être aussi pour les enfants, quelqu'un d'important. Et il y a cette relation qui est là. Et nous, on fait de notre mieux pour que l'animal soit soigné, soit en bonne santé, que le client soit content.
Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, il y a la vie qui est là, qui est crue, qui est rude, ou ben voilà, c'est un corps physiquement, ça joue plus, il n'est plus fonctionnel. Et il y a certaines personnes qui se rattachent tellement à leur animal que c'est des fois compliqué. Et ça dépend un petit peu de la sensibilité de chacun, mais de se dire, ben voilà, là, est-ce qu'on tombe dans l'acharnement? Là, est-ce que l'animal, il est pas mieux ailleurs, finalement? Et ben, c'est un petit peu ça qui m'a fait avancer, hein. C'est tous ces partages avec les propriétaires, la conscience que je prends de ce qui se passe aussi avec les animaux. Et puis, ben nous, on en a beaucoup sur le cœur, en fait. On a des fois des situations qui sont mais juste atroces. On va avoir un animal blessé qui va arriver. Déjà, pour nous, on a l'habitude, mais de voir un animal accidenté, ça devient aussi choquant. On a le propriétaire qui est en état de choc. On a beau essayer de faire tout ce qu'on peut. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Mais c'est vrai que c'est un job qui devient de plus en plus émotionnel, avec une vie qui est avec Internet, etc., où on veut de plus en plus le tout de suite. Donc, on est dans l'accélération, là. J'ai des confrères qui donnent leur numéro de téléphone, par exemple, qui sont atteignables jour et nuit suite à des opérations, des interventions. Mais quand on discute avec eux, mais je dis, mais tu peux un peu couper, et là, vivre ta vie d'humain, pas de vétérinaire, mais d'humain avec ta famille, tes amis. Et puis il dit, non, mais ça, c'est un gros problème, en fait. Mais si je le fais pas, le concurrent de l'autre côté de la route qui le fait, ben, en fait, il va prendre tous les gens. Donc, on se met soi-même, des fois aussi, dans des situations, mais inextricables. On peut plus avoir de vie. Et souvent, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des spécialisations qui arrivent. Donc, on va se spécialiser en ci, en ça, qu'avant, le vétérinaire, il savait un peu tout faire. On avait notre système D, typiquement aussi à la campagne, voilà, les vaches, les chiens, les chats. Mais la médecine était moins avancée aussi, donc l'attente était aussi moins grande. Que maintenant, on peut plus tellement être généraliste vétérinaire. On est quand même un peu obligé de se spécialiser au moins dans une espèce ou deux. Typiquement, bah voilà, les petits animaux, les vaches, les chevaux, pour pouvoir faire du bon boulot. Ça, c'est mon sentiment. Après, j'ai des confrères qui sont excellents, ils font les deux, ils sont excellents, pour moi, il n'y a aucun problème. Mais de ce que je remarque, ça va être vraiment, on va aller vraiment dans les spécialités, se dire, ben voilà, moi, je fais que ça, parce que ça avance, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux médicaments, des nouvelles choses qu'on peut faire. Et si on pense pour les cochons, les chevaux, etc., au bout d'un moment, on peut plus tout savoir, c'est pas possible. Et dans la situation, en plus, où on est à pourcentage réduit, les formations continues, on va les faire, mais peut-être différemment qu'avant. On a aussi la famille. Il y a des jours où on doit être là pour les enfants, par exemple. Donc, ça va aussi être un petit peu plus compliqué de tout savoir, en fait. Donc, on va vraiment, si on fait une formation continue, on va vraiment l'axer vers ce qu'on utilise tous les jours. Et qu'est-ce que vous pourriez appeler de vos voeux pour l'avenir de votre profession ? Une plus grande ouverture vers des approches alternatives, un plus grand échange avec les animaux eux-mêmes et peut-être même, j'essaye, une participation des animaux en tant que thérapeute envers leurs congénères. Alors ça, c'est vrai que moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est que ça ralentisse un peu. Là, c'est vraiment mon besoin, c'est que ça ralentisse. Parce que voilà, on a envie de tout de suite, on a des résultats de laboratoire, on veut les avoir maintenant, et puis tout de suite savoir ce que son protégé a comme problème, pour après avoir tout de suite un rendez-vous le lendemain pour faire les choses, etc. Il y a des choses qui sont... Nous, on le fait, mais le mieux qu'on peut. Il y a des choses qui sont réalistes et des choses qui ne sont pas du tout réalistes. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir un petit peu plus de battement, un petit peu plus de temps de mou, mais tout en restant efficace pour l'animal, hein, faire les choses le plus rapidement possible pour que ça aille bien. Ça, c'est de toute façon nécessaire. Ensuite, au niveau de la médecine en général, la médecine vétérinaire en général et humaine aussi. Moi, j'aimerais bien, en effet, que les praticiens, que ce soit déjà acupuncture, des choses qui sont reconnues au niveau suisse, qu'on nous prenne au sérieux, que ça peut aider. J'ai été faire une petite conférence pour les assistantes en médecine vétérinaire dernièrement, où j'ai présenté la médecine chinoise, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, j'espère par ça aussi pouvoir ouvrir un peu les esprits, ouvrir les portes, que tout d'un coup, pour un patient, on pense à moi. De dire, égal, moi, un thérapeute, c'est égal, mais qu'on puisse un petit peu se dire, voilà, là, cet animal, peut-être que là, on a tout fait,
on sait pas trop, à la place d'envoyer l'animal à la maison puis dire, ben voilà, on peut pas faire grand-chose de plus, de se dire, ok, mais peut-être que ces thérapeutes-là, ça peut être justement ostéopathie, acupuncture, etc. Ok, on va aller plus loin. Peut-être, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, une anecdote de guérison qui s'est bien passée, ou même pas forcément de guérison, une expérience exemplaire pour vous de quelque chose qui s'est bien passé dans votre pratique. Alors, je vais avoir deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. Le premier exemple, c'est avec la médecine chinoise, par exemple l'acupuncture. Il y a un chat qui vivait sa vie dehors et tout d'un coup, voilà, il s'est pris dans une imposte, dans une de ses vitres une de ses fenêtres qui est fermée par en bas en fait. Et ça peut être vraiment fatal pour les chats parce qu'ils vont pas réussir à se sortir de là. Et là, c'est une de mes amies, consoeurs vétérinaires, qui l'a pris en charge. Et ce chat, en fait, était paralysé des pattes arrière. Il n'arrivait plus à les mouvoir. Et puis, après 2 semaines de tout ce qu'elle a pu imaginer faire, de bons soins et tout, l'animal, il n'arrivait pas à marcher. Heureusement, il arrivait quand même encore à faire pipi, caca. Enfin, voilà, il était quand même encore fonctionnel. Il avait pas mal plus que ça, mais il se traînait. Voilà, il avait perdu totalement la sensibilité de ses pattes inférieures. Et puis, là, comme elle me connaît, elle me dit, écoute, Sybille, là, les gens, ils sont motivés. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu as déjà l'expérience de faire quelque chose avec ce genre de cas. Et je lui ai dit, écoute, non, mais qui ne tente rien à rien, on peut toujours essayer. Et les gens sont venus, du coup, assez rapidement, après 2 semaines, en fait. Et puis, après la première séance, l'animal pouvait déjà se tenir sur ses jambes. Il corrigeait pas encore bien les pattes, il les tenait des fois de manière un petit peu hasardeuse, mais il se tenait de nouveau debout, il pouvait marcher. Après la 2e séance, le chat marchait clairement bien, il arrivait à corriger justement les défauts de posture de ses pattes normalement. Et après la 3e séance, le chat sautait du lit, pouvait grimper aux arbres. Et il y a un ostéopathe aussi, ou une ostéopathe qui a travaillé en même temps que moi. Et généralement, on a le meilleur des effets, c'est quand on combine acupuncture et ostéopathie, ça j'aime bien, surtout pour les problèmes locomoteurs. Et puis là, les gens étaient super parce qu'ils ont fait aussi des vidéos à chaque étape. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai montré aux assistantes vétérinaires l'autre jour. Donc ça, pour moi, je sais pas si je pourrais le refaire. Pour moi, c'était un miracle. En fait, c'était waouh, quoi. Moi, je m'y attendais pas. C'était la bouche qui se décroche. J'étais trop contente. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est une personne qui est venue vers moi pour la libération du péricarde. Et puis, elle a un diabète depuis très longtemps. En fait, je me demande si c'était pas depuis toute petite. Et puis, avec un petit dispositif, etc. Et puis, voilà, elle venait pour du bien-être, même pas pour ce diabète. Elle venait juste, tester le soin, bien-être, etc. Et puis, j'ai fait le soin, et puis, elle m'écrit quelques temps plus tard, ouais, en fait, ça a amélioré mon diabète. Et pas juste 2 jours, quand on dit, voilà, on est détendu, voilà, on est mieux. Non, ça était bien descendu le jour du soin, le jour après. Puis tout d'un coup, c'est un petit peu remonté, mais jamais dans les niveaux qu'elle avait l'habitude. Et ça, je suis aussi, mais waouh! Et mon attention, elle était vraiment sur qu'elle soit énergétiquement équilibrée. Enfin, voilà, mon travail habituel, sans attention particulière sur son pancréas ou sur la problématique du diabète, des hormones. Donc, des fois, on se fait bluffer, et c'est trop, trop cool. Et avec le soin du péricarde, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui peut aller de travers. C'est soit ça fait effet à la personne, soit pas. J'ai des fois des personnes qui ont l'effet tout de suite, qui sortent de chez moi, qui se sentent bien. Des fois, l'effet, il se laisse un petit peu attendre, parce qu'il faut qu'ils aient 2-3 expériences de vie entre deux pour que tout d'un coup, ça débloque la chose. Puis, chez certaines personnes, moi, j'ai beau les avoir rendus parfaitement équilibrés, lumineux, ancrés, tout ce qu'il faut, ils vont rien ressentir et ça va pas changer grand-chose de leur vie. Et là, je me pose toujours la question, est-ce que c'était peut-être pas le bon moment pour ce soin? Ou alors, est-ce que ça va juste être un petit peu une pierre à leur édifice, mais il faut qu'ils fassent encore autre chose, développement personnel, une rencontre, un partage, pour que ça
débloque la chose? Ou est-ce que peut-être aussi en tant qu'humaine, je ne suis pas la bonne thérapeute pour ces gens? Parce qu'on a, comme on disait, notre énergie, nos vibrations. Moi, je donne qui je suis, comment je suis, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Mais d'un côté, heureusement, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Donc ces gens, parfois, ils vont chez d'autres thérapeutes ou d'autres façons de faire les bols tibétains pour justement aussi se réaligner. Très bien. Si vous avez autre chose à rajouter, bienvenue. Mais sinon, merci beaucoup d'être venu Avec plaisir. Ici. Sybille, c'était une très agréable et très intéressante conversation. Tout pareil pour moi, donc tout va très bien. Je crois que j'ai transmis ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.